Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Et ce soir, nous avons l'immense privilège de recevoir dans le cadre de cet exercice de redevabilité le premier d'entre nous. Le président de la République a accepté de participer à cet exercice de redevabilité qui sera en réalité sa première prise de parole depuis son investiture et il va s'adresser devant la presse quinoise ou la presse nationale représentée à Kinshasa, mais à travers les médias à tous les Congolais. Monsieur le Président de la République, on va prendre la question de Daniel Michombero qui nous vient de Goma. Merci. C'est un journaliste qui couvre l'actualité opérationnelle. Il est à Kinshasa pour quelques jours et nous... bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Michombero. Vous savez, pour la petite histoire, pour l'anecdote plutôt, j'ai toujours cru que vous étiez une personne fictive. Je vois souvent vos tweets et j'apprécie, vraiment, c'est pas pour vous flatter, mais je pensais que vous n'existiez pas, que c'était un troll comme... Voilà, mais là, je vous vois en personne et félicitations pour le travail que vous faites, j'apprécie énormément. Merci, Monsieur le... Marcel Ngoy peut déjà avancer. Daniel, allez-y avec votre question. On appelle Marcel Ngoy qui posera la question qui suit. Monsieur le Président, en lisant les déclarations de certains pays et organisations à travers le monde qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire qui traverse bien sûr la population dans l'est du pays en ce moment, l'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les parties au conflit à la table des négociations. Monsieur le Président, la position de la RDC, elle reste celle-là, pas de négociations avec les M23 que le gouvernement a qualifié de terroristes. Aujourd'hui, la population du Nord Kivu, la population congolaise veut savoir pourquoi cette position, pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas négocier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cela? Pourquoi la position aujourd'hui de dire on ne négocie pas? Pourquoi? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, par rapport à la négociation, parce que je vois beaucoup d'énervement parfois dans l'opinion, il ne faut pas oublier que même en situation de conflit extrême, le contact demeure toujours. J'en veux pour preuve les exemples de l'Ukraine et de la Russie, aujourd'hui à Gaza entre Israël et le Hamas. Vous voyez que même si ce n'est pas direct, c'est par des forces ou des États ou des personnalités interposées que cela se passe. Donc ce n'est pas du tout inhérent à la seule crise congolaise de l'Est que cela arrive. Donc ça, c'est normal. Deuxième chose, dans un conflit dans lequel les pays témoins, observateurs, ne prennent pas part, ils ne peuvent qu'avoir cette position de dire « entendez-vous ». Parce que, évidemment, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses. Alors, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, jusqu'ici, rejette ces négociations? D'abord, parce que je vous fais un bref rappel, lorsque, au mois d'avril, je pense, si mes souvenirs sont bons, 2022, oui, ça devait être fin avril, à l'occasion de l'entrée officielle de la République démocratique du Congo dans la communauté d'Afrique de l'Est. Après la cérémonie, nous avons eu une discussion entre 4 chefs d'État, celui qui nous recevait à l'époque, qui était aux affaires, le président Uhuru Kenyatta, et puis les 2 présidents rwandais et ougandais, ainsi que moi-même. Donc nous avons eu cette réunion où les grandes lignes ont été décidées, c'est-à-dire, je rappelle rapidement, qu'on devait mettre fin à l'activisme des groupes armés, tous, quels qu'ils soient, et on les avait catégorisés. Il y avait des groupes armés locaux, donc de Congolais, compatriotes, et puis il y avait des groupes armés étrangers, mais tous étaient actifs en République démocratique du Congo, et non seulement déstabilisaient la région de l'Est du Congo, mais également les pays voisins. Et dans les groupes armés étrangers, on avait visé les FDLR pour le Rwanda et les Red Tabara pour le Burundi. Alors, pour cela, on a dit on mettait un contingent en place
composé de forces de plusieurs pays, sauf le Rwanda, ça c'était sur l'insistance de la République démocratique du Congo, pour, dans un premier temps, tenter la dissuasion, donc en tendant la main. On avait demandé à tous les pays concernés de tendre la main à leurs activistes armés. Et la République démocratique du Congo avait été désignée comme devant montrer l'exemple. Ce que nous avions fait, je me rappelle, après je suis resté quelques jours à Nairobi pour attendre justement ces groupes armés, dont le M23, souvenez-vous, à l'époque. Malheureusement, pour des raisons techniques, je devais rentrer, ça ne se faisait pas assez rapidement, c'est la MONUSCO qui devait nous aider aussi, entre autres, à les faire venir. Donc, ça fait que j'ai dû entrer à Kinshasa, mais je me suis adressé à ces groupes quand même par visioconférence, parce que c'était... Et alors, au moment où nous étions dans cette discussion, il y a eu beaucoup de compatriotes qui étaient arrivés, représentant leurs groupes armés. C'est là que le M23 choisira de rouvrir les hostilités sur le champ de bataille. Alors nous avons compris qu'en fait, c'était un empêcheur de tourner en rond. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons désigné comme groupe terroriste et coupé désormais tout contact avec ce groupe-là. Donc ça, c'était pour le rappel historique. Et donc depuis lors, le Rwanda qui niait à ce moment-là l'évidence, parce qu'à plusieurs reprises, j'avais demandé au président Kagame de reconnaître si c'était vraiment lui qui était à la base de cette agression, il l'a nié, jusqu'au moment où on a commencé à faire des prisonniers rwandais, à trouver des preuves de l'implication du Rwanda et à avoir la preuve la plus officielle par les experts des Nations Unies qui établissaient aussi la présence de l'armée rwandaise sur notre sol. Et là, ils ont changé de narratif, ils ont commencé à nous accuser de soutenir les FDLR. Alors que je fais encore là un petit rappel rapide, en 2019, à 2 reprises, c'était d'ailleurs à l'initiative du défunt général, paix à son âme, Delphin Kayimbi, j'ai validé le retour sous l'égide des Nations Unies de 2 colonnes. À 2 reprises, c'était des colonnes importantes d'éléments FDLR avec leurs dépendants, donc femmes et enfants, qui sont retournés au Rwanda. Donc s'il y avait vraiment des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner de soutenir les FDLR, c'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres. Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda. Et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait donné cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins. Madame Gaëlle Kibungu. Après, c'est ça, Madame Pamela Mounazo. Bonsoir. Je suis très honorée d'être en face de vous ce soir. Merci. Et je ne saurais me dissocier de mon âme d'épouse militaire qui vous dit merci pour votre fermeté, en tout cas vous tenez absolument à pacifier ce pays, vous motivez les troupes et aussi vous rassurer les dépendants. Merci beaucoup pour cela. Comme c'est écrit. Voilà. Alors ce soir, j'aimerais parler de Goma.
et de ses alentours. Nous savons que la situation est sous contrôle des FARDC, mais de l'autre côté, on sait que c'est des contrées où il y a beaucoup de population. Bien sûr. C'est des contrées vraiment occupées aujourd'hui de notre côté, et votre option militaire, puisqu'aujourd'hui vous êtes déterminé à y aller jusqu'au bout, à en finir avec l'ennemi, pas de négociation jusque-là. Certains pourraient le dire, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire, comme commandant suprême des armées, vous êtes obligé de tenir ferme dans cette option militaire, mais de l'autre côté, comme père de famille, vous avez des populations entières à protéger. J'aimerais bien savoir ce soir, pouvez nous dire jusqu'où comptez-vous aller en ce qui concerne l'option militaire? Oui, merci madame, une question très intéressante. Je voudrais d'abord dire ici, à l'intention ou à l'attention plutôt de nos compatriotes sinistrés, déplacés de guerre, que l'État ne les a pas oubliés, le gouvernement ne les a pas oubliés, le président de la République ne les a pas oubliés. Ils demeurent dans nos pensées et dans nos priorités. D'ailleurs, nous venons de décaisser récemment au gouvernement un montant en milliards de francs congolais pour justement leur assistance. Comme je l'ai dit, la priorité des priorités reste leur retour dans leur localité d'origine. Mais vous comprendrez qu'à ce stade, c'est très difficile de procéder à cet exercice parce que ces localités sont encore occupées. Alors j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça.